Bonsoir à tous, bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Ce soir, c'est avec Dostoïevski que nous allons partir en vadrouille. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture des démons. Nous en sommes à la 8e partie du chapitre intitulé Le prince Hari. La terre qu'on appelait chez nous le domaine de Stepan Tropimovitch, elle confinait à Svorechniki et comptait une cinquantaine d'âmes, comme on disait anciennement, avait appartenu en réalité à sa première femme et était devenue par conséquent la propriété de leur fils, Piotr Stepanovitch Verkovensky. Stepan Tropimovitch la gérait en tant que tuteur de l'enfant qui, devenu majeur, lui délivra une procuration en règle pour administrer le domaine. Cet arrangement était avantageux pour le jeune homme. Il recevait de son père 1000 roubles par an pour une propriété qui, depuis la libération des paysans, n'en rapportait que 500, et peut-être moins encore. Comment une pareille convention avait-elle pu s'établir? Dieu seul le sait. D'ailleurs, ce millier de roubles était envoyé annuellement par Varvara Petrovna sans que Stepan Tropinovitch y participât d'un kopek. Il conservait les revenus de la propriété et finit même par la dévaster complètement. Il l'avait affermée à un industriel et avait vendu pour la coupe par petits lots, à l'insu de Varvara Petrovna, le bois qui en constituait la valeur essentielle. Il aurait pu en retirer 8000 roubles. Or, il n'en obtint que 5000. Mais il lui arrivait de perdre au club des sommes si importantes qu'il craignait de s'adresser à la bourse de Varvara Petrovna. Quand celle-ci apprit enfin la chose, de colère, elle en grinça des dents. Et voilà que Piotr Stepanovitch annonçait à son père qu'il arrivait pour s'occuper lui-même de la vente de son domaine et le chargeait de lui trouver au plus tôt un acheteur. Noble et désintéressé comme il l'était, Stepan Tropinovitch se sentait naturellement très gêné devant ce cher enfant. Il l'avait vu pour la dernière fois 9 ans auparavant, à Pétersbourg, quand le jeune homme était encore étudiant. Primitivement, la propriété pouvait être estimée à 13 ou 14 000 roubles. Maintenant, il eût été bien difficile de trouver un acquéreur à 5 000. Sans doute, en vertu de sa procuration, Stepan Tropimovitch avait pleinement le droit de vendre la forêt. D'autre part, en faisant entrer en ligne de compte le revenu évidemment exagéré de 1000 roubles, ponctuellement versé chaque année à son fils, il pouvait se considérer comme parfaitement en règle vis-à-vis de ce dernier. Mais Stepan Tropimovitch était une nature noble et élevée, et il lui vint une idée qui lui parut très belle. Quand arrivera son fils, déposer devant lui sur la table le maximum de ce qu'on pouvait espérer obtenir du domaine, soit 15 000 roubles, puis, sans faire la moindre allusion aux sommes expédiées jusqu'alors, serrer bien fort contre sa poitrine, les larmes aux yeux, ce cher fils, et en finir avec tous les comptes. Il avait même entrepris de décrire la scène à Varvara Petrovna, non sans de prudentes circonlocutions. Il lui avait fait entrevoir qu'une telle action donnerait un cachet spécial à leur amitié, à l'idée qui les unissait et ferait apparaître le désintéressement et la grandeur d'âme des pères et, en général, de l'ancienne génération par comparaison à la légèreté d'esprit de la jeunesse engouée de socialisme. Et il dit encore bien d'autres choses. Mais Varvara Petrovna laissa tomber l'entretien. Elle finit pourtant par lui déclarer sèchement qu'elle acceptait d'acheter le domaine et qu'elle en donnerait le maximum de sa valeur, c'est-à-dire 6 ou 7 000 roubles. Or, on aurait pu l'avoir pour 4 000. Quant aux 8 000 roubles disparus à la suite de la vente du bois, elle n'en souffla mot. Cela se passait 1 mois avant le projet de mariage. Très frappée par la réponse de son amie,
Stepan Trofimovitch en demeura tout troublé. Naguère, on pouvait avoir encore quelque espoir que le jeune homme ne viendrait pas. Quand je dis espoir, j'emploie une expression dont se serait servi un étranger, car Stepan Trofimovitch, en tant que père, aurait repoussé avec indignation l'idée même d'un tel espoir. Jusqu'alors, les bruits qui nous parvenaient sur le compte de Petroucha étaient plutôt étranges. Ayant terminé ses études à l'université, c'était il y a 6 ans, pendant quelque temps, il mena à Pétersbourg une vie oisive. Puis nous apprîmes soudain qu'il avait participé à la publication d'une proclamation révolutionnaire et se trouvait sous le coup de poursuites judiciaires. Ensuite, on sut qu'il était allé s'installer à l'étranger, en Suisse, à Genève, d'où nous conclûmes qu'il avait pris la fuite. J'en suis vraiment surpris, nous disait alors Stepan Trofimovitch, tout confus. Petroucha, c'est une si pauvre tête. Il est bon, noble, très sensible. Et comme j'étais heureux à Pétersbourg lorsque je le comparais aux autres jeunes gens. Mais c'est un pauvre cire tout de même. Et vous savez, tout cela provient de ce manque de maturité, de ce même sentimentalisme. Ce qui les séduit dans le socialisme, c'est son côté sentimental, idéaliste, et non pas son réalisme. Une certaine nuance politique, religieuse, pour ainsi dire, et qu'ils ne connaissent que par ouï-dire. Avec tout cela, vous voyez dans quelle situation il se met. J'ai tant d'ennemis ici, et là-bas, j'en ai encore davantage. On attribuera ses fautes à la mauvaise influence de son père. Mon Dieu, Petroucha joue les chefs. En quel temps vivons-nous? Mais Petroucha ne tarda pas à envoyer son adresse en Suisse afin qu'on continuât à lui expédier sa pension. Il n'était donc pas tout à fait émigré. Et le voici maintenant qui rentrait dans son pays après un séjour de 4 ans à l'étranger et nous annonçait sa prochaine arrivée. Bien plus, même, quelqu'un s'intéressait à lui, semble-t-il. Il écrivait maintenant du midi de la Russie où il se trouvait pour une affaire très importante, bien que d'un caractère privé. Tout cela était bel et bon, mais où prendre les 7 ou 8 000 roubles indispensables pour parfaire la somme que Stepan Trofimovitch voulait offrir à son fils? Et si celui-ci se mettait à faire du tapage? Si au lieu de la touchante scène de famille, on allait en venir à un procès? Quelque chose disait à Stepan Trofimovitch que le sensible Petroucha défendrait énergiquement ses intérêts. J'ai observé, me glissa un jour Stepan Trofimovitch, que tous ces socialistes enragés et ces communistes sont en même temps des êtres avares et ont des âmes d'acquéreurs, de propriétaires, si bien que plus ils sont socialistes, plus ils se montrent avides. D'où cela vient-il? Serait-ce encore là une conséquence de leur sentimentalisme? J'ignore si cette observation est juste ou non. Je sais seulement que Petroucha avait appris la vente du bois et d'autres choses encore. Et Stepan Trofimovitch savait que son fils était au courant de la situation. Il m'arriva de lire les lettres de Petroucha à son père. Il écrivait fort peu, une fois par an ou plus rarement encore. Mais dans les derniers temps, après avoir annoncé son arrivée, il envoya coup sur coup 2 lettres, très courtes et sèches selon son habitude, et qui ne contenaient que ses instructions. Comme depuis Pétersbourg, le père et le fils, obéissant à la mode, se tutoyaient, les lettres de Petroucha ressemblaient tout à fait à ces missives que les seigneurs adressaient anciennement aux serfs chargés d'administrer leur domaine. Et voilà maintenant que ces 8 000 roubles qui doivent lever toutes les difficultés de Stepan Trofimovitch tombent soudain du ciel grâce à la proposition de Varvara Petrovna. Celle-ci
de plus, laissant clairement entendre qu'ils ne tomberont du ciel qu'à cette seule condition. Stepan Trofimovitch consentit naturellement. Après le départ de son ami, il m'avait fait immédiatement chercher en ayant soin de condamner sa porte pour la journée à tous les autres. Il pleura quelque peu. Il parla longuement et fort bien, tout en s'embrouillant de temps à autre, lança par hasard un calembour et en fut très satisfait. Puis il eut une légère crise de colérine. Bref, tout se passa selon les règles. Pour finir, il retira d'un tiroir le portrait de sa petite Allemande décédée depuis 20 ans et se mit à l'invoquer d'un ton plaintif. « Me pardonneras-tu » En général, il paraissait complètement perdu. Pour nous consoler, nous bûmes une bouteille, après quoi il ne tarda pas à s'endormir d'un profond sommeil. Le lendemain matin, il fit un nœud artistique à sa cravate et s'habilla soigneusement tout en s'arrêtant maintes fois devant la glace. Il avait parfumé son mouchoir, discrètement du reste. Mais aussitôt qu'il aperçut Varvara Petrovna par la fenêtre, il s'empressa d'en prendre un autre et cacha le premier sous l'oreiller. « C'est parfait », approuva Varvara Petrovna quand il lui dit qu'il consentait. « Tout d'abord, vous faites montre d'une noble résolution. Et secondement, vous écoutez la voix de la raison que vous prenez trop rarement en considération lorsqu'il s'agit de vos affaires personnelles. Du reste, inutile de se dépêcher, ajouta-t-elle en considérant le nœud de sa cravate blanche. Gardez le secret en attendant. Je me tairai aussi. Ce sera bientôt votre anniversaire. Je viendrai avec elle. Vous organiserez un thé le soir, mais je vous en prie, ni vin ni hors d'œuvre. D'ailleurs, j'arrangerai tout cela moi-même. Invitez vos amis, nous ferons le choix ensemble. La veille, s'il le faut, vous aurez un entretien avec elle et au cours de votre soirée, nous ferons simplement allusion au mariage sans l'annoncer officiellement. Après quoi, 15 jours plus tard, la noce sera célébrée aussi modestement que possible. La cérémonie terminée, vous pourriez même partir ensemble pour quelque temps. À Moscou, par exemple. Je vous accompagnerai peut-être. L'essentiel maintenant est de ne rien dire à personne. Stepan Trofimovitch se montra surpris. Il tenta de démontrer à son ami qu'il ne pouvait agir ainsi, qu'il lui fallait absolument avoir un entretien avec sa fiancée, mais Varvara Petrovna, brusquement irritée, lui coupa la parole. « Mais qu'avez-vous besoin de lui parler ? D'abord, il se peut que la chose ne se fasse pas. » Comment cela ? Bredouilla le fiancé abasourdi. « Oui, je verrai encore. Du reste, tout se fera comme je vous l'ai dit. Ne vous inquiétez pas, je préparerai d'achat. Vous n'avez pas besoin de vous mêler de cela. Il sera dit et fait tout ce qu'il faut. Ce n'est pas votre affaire. Pourquoi vous préoccupez-vous de cela ? Quel serait votre rôle ? Ne venez pas et n'écrivez point. Faites comme si vous ne saviez rien, je vous en prie. Je me tairai aussi. » Ayant ainsi refusé de s'expliquer, elle sortit visiblement troublée. On eût dit que le consentement trop empressé de Stepan Trofimovitch l'avait frappé. Hélas, celui-ci ne comprenait pas du tout la situation dans laquelle il se trouvait et il ne distinguait pas encore certains aspects de la question. Au contraire, je remarquais en lui un nouveau ton, quelque peu supérieur et désinvolte. Il faisait le fier. Voilà qui me plaît. Voilà qui me plaît, s'écria-t-il.
en s'arrêtant devant moi et en levant les bras au ciel, ses 2 bras au ciel. Vous avez entendu? Elle fera si bien. Elle fera si bien que je finirai par refuser. Je peux perdre patience, moi aussi. Oui, je peux perdre patience et dire non. Restez chez vous, ce n'est pas votre affaire. Mais pourquoi dois-je absolument me marier, en fin de compte? Uniquement parce que la fantaisie lui en est venue? Mais je suis un homme sérieux et je puis refuser de me soumettre aux caprices saugrenus d'une femme fantasque. J'ai des devoirs envers mon fils. Et j'ai aussi des devoirs envers moi-même. Je fais un sacrifice. Ne le comprend-elle pas? Peut-être ai-je consenti parce que... Peut-être ai-je consenti parce que l'existence m'ennuie et que tout m'est égal. Mais elle finira par m'irriter à tel point que tout ne me sera plus égal. Je me fâcherai et je refuserai. Et enfin, le ridicule. Que dira-t-on au club? Que dira-t-on? Lipoutine. Il se peut que la chose ne se fasse pas. Et Candidouze, c'est le comble, ça. C'est... Je ne puis trouver le mot. Je suis un forçat, un badinguet, un homme acculé au mur. Acculé. Et en même temps, à travers toutes ces lamentations, perçait une sorte de fatuité capricieuse et insouciante. Le soir, nous bûmes encore une bouteille. Voilà, c'est là-dessus que se termine le chapitre 2, Les péchés d'autrui, des démons donc de Dostoïevski. Je vous invite à nous retrouver pour la suite, le chapitre 3, intitulé Les péchés d'autrui. Non, c'était le chapitre Le Prince Harry, pardon. Les péchés d'autrui, c'est le suivant. Merci de nous avoir suivis, réseaux sociaux, #BBN, et à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Excellente journée si vous vous réveillez, très bonne nuit si vous vous couchez.